Bonsoir mes chers amis. Vous savez que c'est vraiment toujours un plaisir de réunir cette première soirée des jeunes mécènes au Bernardin. Vous ne mesurez peut-être pas combien vous comptez pour nous. Peut-être pensez-vous quand je dis ça que le terme compter signifie finance. Oui, un petit peu, c'est normal, vous êtes d'abord des mécènes, mais vous êtes bien plus que ça. Et si j'ose dire, le Collège des Bernardins, il est fait pour vous. Nous sommes un certain nombre à porter ou à avoir porté ce projet, et il est évident qu'il est fait pour votre génération et qu'il est fait pour vos enfants. Et donc le fait d'avoir au Collège des Bernardins ce mouvement amical des jeunes mécènes est quelque chose de vraiment important. Je peux vous dire qu'il y a très peu d'institutions qui sont arrivées à garder un groupe de jeunes mécènes parmi les grandes activités culturelles. C'est très difficile. Et donc, je voulais vous remercier d'abord de votre fidélité, de votre soutien financier et de votre participation à la vie du collège. Vous savez, la préparation d'une année, d'un cycle annuel des jeunes mécènes, c'est beaucoup de travail. Et ceci m'est d'ailleurs l'occasion de remercier et Frédéric, que vous connaissez tous, et Marie-Alix. Et on essaie à chaque fois de bien, vous voyez, croiser les occasions qui vous sont données de vous retrouver ensemble, parce que je pense qu'il faut que les jeunes mécènes constituent quelque chose qui est une vraie personnalité. Et puis, de plus en plus, que vous participiez à la vie du collège. Parce qu'il y a quotidiennement, dans ces lieux, des propositions incroyablement riches, que ce soit sur le plan de la réflexion, de la recherche, des propositions culturelles de toute nature, les arts vivants, la musique, etc. Et donc, ce que nous souhaitons, c'est que vous soyez à la fois un groupe uni, parce que pour pouvoir tenir dans le temps, il faut se connaître, et que vous soyez également, chaque année, un peu plus impliqués dans la vie du collège. Ce soir, vous voyez, près de la moitié d'entre vous viennent ici, ce soir, pour la première fois, ou en tout cas ne sont pas encore jeunes mécènes. Et je me réjouis beaucoup de cela. Vous savez, ce n'est pas facile à faire, et je peux vous dire que nous comptons sur vous tous pour en parler à vos amis. Les jeunes mécènes des Bernardins sont ou seront ce que vous en ferez. C'est-à-dire que si ça vous paraît important, si ce qui se passe ici vous paraît important, eh bien, parlez-en autour de vous. Et je crois que ce sera considéré par ceux auxquels vous parlerez comme un geste amical. Voilà, donc merci beaucoup. Soyez les bienvenus. Je ne vais pas prolonger parce que ça serait d'effleurer ce sujet. Nous avons ce soir, et c'est très heureux, un thème qui est exactement en ligne, qui résonne avec tout ce que nous faisons ici au Collège des Bernardins. Ce thème, c'est celui des limites de l'homme, de nos limites personnelles, de nos limites dans la vie, mais également des limites que nous sentons de l'humanité tout entière par rapport aux enjeux de notre planète. Sans doute savez-vous que pour les prochaines années, le choix qui a été fait, notamment sous la conduite du père Alexis Lepro, qui est notre nouveau président, que nous avons la chance d'avoir ce soir, que je remercie beaucoup d'être là, eh bien, nous allons travailler, approfondir ce texte vraiment structurant que nous a délivré le pape François sur notre lien au monde, sur le cri de la terre et le cri des hommes, qui ne sont pas dissociables en fait. L'un crie avec l'autre. Et si la terre crie, c'est que l'homme crie.
Et tout cela est mis sous ce titre absolument extraordinaire de saint François, Laudato Si, c'est-à-dire qu'en dépit de cette misère ou de cette crainte qui nous est révélée, eh bien, notre regard doit nous conduire à la louange. Mais il y a du chemin à faire pour passer de ce constat et arriver à la louange. Alors, nous avons ce soir 3 personnalités qui, je pense, sont rarement réunies. Nous avons Christian Clot, que vous connaissez sans doute. Moi, je le connaissais par ses vidéos. Je viens de faire connaissance avec lui. Je n'en dirai pas plus. Je crois que sa présence ce soir, pour nous, est vraiment un grand bonheur. Et nous vous remercions beaucoup, Christian, d'être avec nous. Et puis, nous avons Clarisse Kremer. Clarisse Kremer, vous savez, est la jeune, très jeune skipper du team des banques populaires. Alors d'abord, elle aussi, elle pousse ses limites. Hein. Mais je voudrais saluer en sa présence 2 choses. D'abord, ce qu'elle représente comme intelligence, comme courage, comme charme. Merci. Et également comme représentante de ce mécène qui nous est si fidèle, qui sont les banques populaires. Hein. Et je crois que c'est toujours intéressant, vous voyez, notamment au Collège des Bernardins, de ne jamais séparer ce qui fait la vie matérielle, ceux qui nous soutiennent et les thèmes que nous portons. Et puis nous aurons bien sûr Monseigneur Alexis Leproux. Et beaucoup d'entre vous le connaissent, je crois déjà, mais vous verrez que son intervention, je crois, consonnera bien avec ce que vous aurez entendu avant. Je voudrais aussi remercier Alexandre Meyer qui a pris un peu l'habitude d'animer nos soirées des jeunes mécènes. Merci Alexandre de votre fidélité. Je ne serai pas plus long. Sachez que dans ma responsabilité, qui n'est pas toujours simple, de la Fondation des Bernardins, eh bien, j'ai toujours un grand réconfort à voir la part que vous prenez dans le financement du collège, dans son soutien matériel et dans la vigueur que vous apportez par votre présence. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Voilà, bonsoir à tous. Donc, je n'ai plus besoin de vous présenter nos invités ce soir, pardon. Hop. Et je vais donc leur demander de me rejoindre tout de suite sur ce plateau. Clarisse Kremer, tout d'abord, s'il vous plaît. Voilà, Bertrand de Fédot vous a déjà présenté. Vous êtes skipper, navigatrice. Oui, mais installez-vous ici. Et vous avez déjà à votre palmarès, asseyez-vous, de nombreuses courses au large, transatlantiques. Vous allez vous lancer dans un Vendée Globe en 2020. Et allez-y, parlez-nous un peu de cette expérience. Comment est-ce que vous êtes tombé là-dedans ? De façon... Enfin, c'était pas prévu que je tombe là-dedans. Moi, je suis parisienne d'origine. Et en fait, ça fait que depuis 2015 que je fais réellement du bateau. Ça fait que depuis 2 ans que c'est mon métier. Et je suis tombée là-dedans par passion. Et du jour au lendemain, en fait, j'ai décidé de participer à une course qui s'appelle la Mini Transat, qui a la particularité d'être sur des petits bateaux de 6,50 m, une transatlantique sur des petits bateaux de 6,50 m, et qui est un peu ouverte à tous. Et c'est comme ça que j'ai pu un peu faire ma place dans ce monde de la course au large, et que de fil en aiguille, j'ai eu diverses opportunités, j'ai pu enrichir mon expérience et que me voilà à préparer un tour du monde en solitaire pour l'année prochaine. Pour beaucoup, un transatlantique, ça évoque un fauteuil. Et pour vous, c'est combien 6000 km à la voile oui, environ, toute seule, à manger des boîtes de conserve. C'est pas tout à fait dans un transat, ouais, ça c'est sûr. On va accueillir maintenant Christian Clot. Bonsoir Christian. Christian Clot, installez-vous, je vous en prie. Ici, voilà. Christian Clot, vous êtes explorateur. Vous êtes explorateur et vous rentrez d'une mission, il y a déjà quelques mois, mais une mission qui s'appelle Adaptation. 4 fois 30 jours dans les lieux les plus inhospitaliers de la planète. Donc vous êtes allé entraîner votre corps, si l'on peut dire, ou tester ses conditions de survie dans le froid sec le plus
comme on pourrait dire, le plus extrême que l'on puisse rencontrer, le froid humide, la chaleur sèche et la chaleur humide. Donc ça vous a emmené des déserts de l'Iran, la Patagonie, la Russie, l'Amazonie, c'est ça? C'est ça. Bon. Et de ces expériences, vous avez tiré un ouvrage qui est paru chez Robert Laffont et qu'on pourra retrouver à la fin de ce débat. Voilà. Et j'ai demandé au père Alexis Leproux de nous rejoindre tout de suite avant de lancer le débat tous ensemble. Bonsoir père. Je vous en prie. Monseigneur Alexis Leproux, vous êtes vicaire général de l'archidiocèse de Paris, président du Collège des Bernardins. Vous avez été responsable d'Évennes, c'est peut-être ce qui rappellera de très bons souvenirs à ceux qui sont ici entre 2006 et 2014. Vous avez été curé de Saint-Jean-Baptiste de la Salle. Et j'avais une question à vous poser d'abord avant de commencer. Bertrand de Fédot parlait des limites. Et là, il y a deux notions que j'aimerais qu'on voit ensemble dans ce dépassement de soi. Antoine de Saint-Exupéry disait que c'est par le dépassement de soi que l'on devient un homme. Et Albert Camus disait « un homme, ça s'empêche ». Alors, il faudrait savoir dans quelle direction on part. On se dépasse ou on va chercher au fond de soi les ressources pour changer d'homme, tuer le vieil homme qui est en nous. Prenez-en un autre, tenez. Vous en avez tout ça. C'est branché, bon. Oui. Les limites de la technique. Voilà. Ça y est, et la joie la joie d'éprouver avec vous un choix qui a été très déterminant à l'âge de 17 ans, de savoir si je ferais en quelque sorte le tour du monde ou si j'essaierais d'explorer les profondeurs de l'âme. Et de fait, j'ai choisi par ma vocation d'aller explorer les profondeurs de l'âme et en particulier les facultés spirituelles de la volonté, de l'intelligence, de la mémoire. Et je trouve qu'elles se conjuguent très bien, ces profondeurs, avec le monde visible et avec la façon dont on explore les grands espaces. Donc je suis ravi ce soir de faire converger ces deux directions et de voir qu'en fait, elles n'en forment qu'une. Le plus grand espace, vous pensez qu'il est à l'intérieur de nous-mêmes? C'est ces tréfonds de l'âme dans lesquels il faut apprendre à se plonger, ou à l'école des grands saints, à l'école des grands spirituels, ou est-ce que c'est ce grand tout dans lequel nous vivons, cette terre, cet espace, ce cosmos? On en parle beaucoup sur ces planches d'ailleurs du cosmos. J'ai toujours été fasciné par des carmélites qui, enfermés dans une petite chambre, pouvaient vivre les aventures que les grands explorateurs vivent. En revanche, il peut y avoir des personnes qui font le tour du monde mais qui gardent l'âme vide. Donc je trouve que c'est très intéressant précisément de sentir comment lorsqu'on est dans des lieux immenses, on peut garder l'âme vide. Alors je pense que nos explorateurs ce soir précisément vivent exactement le contraire, mais qu'il y a une sorte d'unité à retrouver et qu'une personne qui est privée de moyens physiques ou de moyens humains pour pouvoir faire des grandes aventures extérieures ont toujours la possibilité, et c'est la vie du plus petit, du plus pauvre, d'avoir une aventure exceptionnelle par la vie de son âme et par la relation qu'il a avec le monde extérieur. Clarisse Kremer, emmenez-nous dans votre cockpit. Lorsque on vous dit ça doit quand même être quelque chose de traverser l'Atlantique, quelle épreuve, est-ce que vous avez conscience de pratiquer une forme de dépassement de soi en vous lançant dans ces grandes aventures? Ou est-ce que pour vous c'est « Ah, t'étais où l'autre jour ? Je traversais l'Atlantique, tout va bien. Et toi, le métro, oui ?» Non, c'est sûr que c'est pas un quotidien normal, et pour moi ça reste une aventure extraordinaire de traverser l'Atlantique et d'être en solitaire sur des bateaux comme cela. Et en fait, ce que je dis souvent quand on me dit mais c'est incroyable ce que tu fais, ou comment tu fais pour faire ça, moi j'en serais incapable, ma première réponse c'est en fait je pense que beaucoup plus d'entre nous en sont capables que ce qu'on croit, parce que en fait moi-même au tout début quand je me suis lancée dans le monde de la course au large et que je me suis mis pour objectif de faire cette Atlantique en solitaire, je n'étais absolument pas capable le jour où je me suis lancée, et en ayant cet objectif en tête, je me suis rendu compte à quel point j'avais beaucoup plus de capacité que ce que je croyais, et à quel point finalement, par exemple, je me faisais toute une histoire de dormir par toute petite tranche, parce que c'est le lot du navigateur, parce qu'on est obligé d'être à la veille alors qu'on est en solitaire, donc c'est un peu deux choses antinomiques. Donc on dort par toute petite tranche, et je pensais que c'était quelque chose d'impossible, parce que moi je suis une grosse dormeuse et j'adore le confort de mon lit. Et en fait, c'est quand on est dans les conditions, dans l'environnement
sur son bateau et qu'on sait qu'on ne veut pas qu'il nous arrive quelque chose, qu'on sait qu'on veut que notre bateau soit performant, et on a le cerveau qui se met tout seul, en fait, d'une certaine façon, dans des dispositions pour se réveiller toutes les 5 minutes. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert, et je pense que beaucoup plus de personnes le découvriraient s'ils se mettaient dans ce genre de disposition. Donc, je me sens très chanceuse d'avoir pu me mettre dans des conditions où je me suis rendu compte que je pouvais aller beaucoup plus loin que ce que j'avais imaginé. On les détaillera parce que vous avez parlé du sommeil, mais j'imagine qu'il y en a beaucoup d'autres. La vigilance, la nourriture, le manque d'eau, le rationnement, et puis faire son cap, piloter un navire, ça doit être assez physique, compliqué, faire son point, enfin voilà, plus la compétition et éviter de finir en tête de course, ça doit être quelque chose. Et vous, Christian, quand même. Essayez de finir en tête de course. Et vous, Christian Clot, lorsque vous vous êtes lancé dans vos aventures, c'était parce qu'elles n'étaient pas reproductibles en laboratoire, d'abord, et que la science avait intérêt à ce que vous les fassiez. Alors oui. Moi, ça fait 20 ans que je fais des expéditions, et au fur et à mesure de ces expéditions et d'autres situations que j'ai pu observer de l'humain qui vivait des situations nouvelles. Quand je parle de situations nouvelles, ça peut être une personne qui vient de vivre un tsunami, un tremblement de terre, un éboulement. Nous, on était les premiers à arriver sur les sites de secours. Donc j'ai vu des humains très démunis par rapport à ces situations. Et puis quand j'étais en expédition, que là pour le coup on provoquait, mais où on est parfois pris dans une tempête, on peut imaginer 13 jours de suite pris dans une tente pour 2 personnes. On est 3 dedans parce que toutes les tentes ont été arrachées. Il y a 200 km/h de vent pendant 13 jours non-stop. 200 km/h de vent, c'est une expédition dont vous parlez. Vous êtes lancé avec un ami. Vous étiez très jeune. 3, on était à 4 au démarrage, mais plus 3 ensuite, où on se retrouve dans une situation qui nous dépasse complètement. Et là, on voit des réactions humaines qui ne correspondent plus à effectivement ce qu'on observe quand on est dans la vie de tous les jours. Ces réactions humaines, je les retrouve dans justement ces moments de paroxysme, de tsunami, de tremblement de terre, où je les retrouve aussi plus tard dans des personnes qui se retrouvent tout d'un coup totalement démunies par rapport à la vie qu'elles avaient menée jusque-là et qui, d'un jour ou l'autre, changent. Parce qu'on perd un parent, parce qu'on perd soudainement ce qui nous était cher, ou un emploi tout simplement, et parfois parce qu'on perd des choses très ténues, mais qui sont juste le petit point qui fait dépasser notre capacité à comprendre la situation qui nous arrive. Parce que c'est finalement ça, le milieu extrême. C'est se retrouver pendant quelques instants dans une situation où on ne comprend plus la situation qui nous est proposée. Et donc, c'est propre à tout le monde. Ce n'est pas parce que je vis dans un désert que je suis exceptionnel, parce que je vis des situations extrêmes. Tout le monde peut, à un moment donné ou à un autre, les vivre. Toute la question, c'est quelles ressources avons-nous au moment où cette situation que l'on ne comprend plus nous arrive, et pourtant dans laquelle on va devoir vivre, parce que j'insiste là-dessus. Je ne parle jamais de survie. La survie, c'est la perte. Nous créons la vie. Et pour créer la vie, il faut trouver justement les ressources au fond de soi. Et, j'insiste aussi là-dessus, au fond des autres. Parce qu'on peut être seul, mais en réalité, nous sommes des animaux collaboratifs. On n'a pas créé notre capacité, nous n'avons pas créé cet amphithéâtre extraordinaire par une personne toute seule qui s'est mise à prendre une pierre et un marteau et à le construire. On a su construire ce genre de choses-là parce qu'on s'est mis ensemble et qu'on l'a créé. Et donc la notion de dépassement, elle est intéressante dans tout ça, parce que qu'est-ce qu'elle veut dire? Moi, à titre personnel, je n'y crois plus au dépassement de soi, parce que je pense que nous sommes, et dans chaque situation, nous cherchons, en nous ou avec les autres, une solution pour nous en sortir, et que c'est finalement nous, c'est pas notre dépassement, c'est ce que nous sommes profondément en nous. Donc en fait, vous avez accompli ce voyage à bord de vous-même, au fond de vous-même, pour comprendre de quoi vous étiez capable. Mais est-ce que vous avez expérimenté des limites? Non, alors de quoi je suis capable? Oui. Alors nous, moi j'ai créé il y a maintenant quelques années un institut de recherche qui s'est spécialisé justement dans la quête de la compréhension de ce que nous, humains, sommes face aux situations extrêmes, donc nouvelles. Et effectivement, pour le faire, on a décidé de quitter le laboratoire, parce que jusqu'à maintenant, quand vous vouliez étudier une personne qui avait peur, vous la mettiez dans un IRM, et puis vous lui demandiez, vous lui posiez des questions pour la faire réagir sur la peur. Sauf que quand vous marchez dans la rue, vous savez bien que vous n'êtes pas dans une machine coincée, et qu'on vous pose des questions, vous êtes dans une situation réelle, avec une sensorialité, avec des sons, des odeurs, des personnes qui vous parlent, des bruits, des choses qui se passent dans tous les sens, et puis en plus tout ce que vous avez vécu le jour d'avant, juste avant, ce que vous allez vivre demain qui vous préoccupe, un téléphone qui sonne, bref, un nombre d'événements hallucinants qui vous arrivent dans un simple moment où vous marchez dans la rue. Comment est-ce qu'on peut penser qu'on va comprendre un humain parce qu'on l'enferme dans une machine et qu'on lui pose quelques questions?
Je ne remets pas en cause la science, j'en fais. Donc ce n'est pas du tout pour la critiquer. Je dis juste qu'elle a ses limites, parce que pour l'instant, à l'heure de la très très haute technologie, on n'a toujours aucune machine qui peut regarder un cerveau humain dans une situation réelle. Et pourtant, vous partez dans vos expéditions, le corps recouvert d'électrodes. Oui, on a mis au point un certain nombre de technologies qui permettent d'observer des choses, mais qui ne sont pas le cerveau qui fonctionne, qui sont des artefacts du cerveau, des indicateurs du cerveau. On se sert d'électroencéphalogramme qui regarde l'électricité dans le cerveau, mais ça le regarde au périphérique du cerveau. On ne peut pas aller à l'intérieur du cerveau. On se sert de NIRS qui permettent de voir l'oxygénation du cerveau, parce qu'une cellule cognitive, que ce soit un neurone ou un synapse, pour fonctionner, doit appeler de l'oxygène, sinon elle ne peut pas fonctionner. Donc là où va l'oxygène, on sait que ça fonctionne. OK, on a l'électricité. Et maintenant, on se sert beaucoup plus de la température centrale. On avait les petites gélules qui vont effectivement donner la température centrale avec des précisions extrêmes. On regarde l'intervalle entre chaque battement cardiaque. Le rythme cardiaque n'étant plus un révélateur, il faut regarder ce qui se passe entre chaque battement cardiaque. Et on corrèle tous ces faisceaux de présomption, plus les IRM qu'on fait effectivement avant et après l'émission, où là, on voit l'évolution cognitive qui s'est passée, puis on essaie de comprendre ce qui s'est passé. On est les premiers au monde à avoir mis cette méthodologie, et c'est vrai que ça questionne, parce que quelque part, qu'est-ce qu'on va chercher là-dedans ? On sait bien qu'on ne pourra pas voir 1 million de choses et qu'on ne pourra voir que quelques dixièmes d'éléments qui pourront nous questionner sur ce que nous sommes. Ce qui est intéressant, et je ne vais pas faire trop long, donc je vais m'arrêter là. On y reviendra, mais c'est juste pour lancer peut-être tout ce qui va suivre, que pendant tout le temps où on a cherché à comprendre le cerveau, on a observé un lobe qui est unique à l'humain, qui est le lobe préfrontal, que seul l'humain, parmi tous les autres mammifères, possède. Donc on s'est toujours dit, c'est là-dedans que l'humain est. On y a placé l'âme, on y a placé la décision, on a placé la motivation, tout. Parce que ça nous différenciait du singe, des rats, des souris et compagnie. Et donc, logiquement, quand on s'est mis à étudier la capacité humaine de prendre des décisions objectives face à une situation incompréhensible, on a cherché dans le lobe préfrontal la solution. Et donc, moi, j'ai lancé ces études. Tout le monde a dit, d'abord, tu verras rien, mais si tu vois quelque chose, c'est forcément dans le préfrontal. Alors d'abord, on a vu beaucoup plus que ce que tout le monde imaginait, et rien dans le préfrontal. Voilà. Donc, ça questionne. Et petit indice qui rejoint peut-être certaines réflexions qui dépassent le cadre de la compréhension humaine, tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est bel et bien dans les lobes qui touchent à la sensorialité, à l'émotion, à la capacité qu'on a de recréer, parce que nous ressentons, une décision qui nous permettra peut-être d'avancer dans une situation qu'on ne comprend pas. Et vous parlez d'un thème qui a été votre moteur, mais j'aimerais qu'on le garde pour un peu plus tard, si vous le voulez bien. On va laisser un peu la surprise. Puisqu'on parlait de science, on va y revenir un instant, mon père. Voilà, l'homme n'a eu de cesse de repousser ses limites. Alors la connaissance intellectuelle, bien sûr, la biologie, des hommes que vous connaissez bien, Magellan, les grands explorateurs, Christophe Colomb, s'il ne s'était pas lancé à la découverte du Nouveau Monde, enfin, ou des Indes, il n'aurait pas découvert le Nouveau Monde. Darwin, évidemment, le naturaliste. Et puis, aujourd'hui, on est en plein, d'ailleurs, on ne s'y retrouve plus très bien, dans une grande révolution technologique, une espèce de grand bond en avant. On veut que l'homme se dépasse et l'aider, l'accompagner dans ce dépassement. Il y a une finalité, mais on ne la voit plus très bien. Le docteur Laurent Alexandre, on va dire, l'ombre plane un peu sur ces questions de développement personnel, de dépassement de soi, le transhumanisme, pour parler clair, disait il n'y a pas très longtemps ici même que l'homme qui vivra 1000 ans est peut-être déjà dans cette salle. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Moi, je constate surtout que la société développe une immense capacité de rétraction de notre amplitude à vivre dans des environnements larges. C'est la clim, c'est tous les moyens qui font qu'on ne supporte plus un 15 degrés ou un 30 degrés. Donc, je suis plutôt fasciné par le contraire. C'est-à-dire qu'il y a quelques exceptions qu'on imagine vivre 1000 ans, mais toute la jeunesse que j'ai rencontrée m'a fasciné par l'étroitesse physique, mais aussi psychique, dans laquelle on la mettait par tout un ensemble de moyens. Et je rejoins un petit peu ce qui vient d'être dit sur l'immense responsabilité que nous avons à dépasser ces limites que la technique nous met et qui fait qu'on devient incapable de supporter des environnements plus difficiles, des environnements de désert, de chaleur, des environnements, on parle de canicule, et on est extrêmement fragile. Et donc je pense qu'il y a un énorme enjeu spirituel, humain, face à ces techniques, pour que l'homme retrouve sa force
et que l'enjeu d'aller au bout n'est pas de viser l'inaccessible, c'est juste de repousser précisément une limite qui a été imposée par une technocratie qui nous entoure et qui fait que psychiquement, je le dis bien, on est atrophié. Et que des expériences un peu humaines dans des environnements plus difficiles réouvrent l'affectivité, réouvrent la sensibilité, réouvrent l'humanité à elle-même. Donc, je ne fais pas de réflexion très poussée sur ce que les techniques nous apporteront. Je fais une réflexion très concrète sur ce qu'aujourd'hui, je trouve, elles peuvent faire rêver, mais qu'elles empêchent concrètement de vivre. Et se débarrasser de tout un ensemble de services techniques peuvent nous faire retrouver aussi une joie d'exister dans des limites à franchir qui ne sont pas non plus immenses. Il est vrai que l'amitié, l'amour, le don de soi n'ont pas besoin d'artifice. Mais même de supporter la chaleur. Ouais. Parce que moi, j'ai vécu une expérience extrême en supportant un moustique en vivant au bord d'un lac quand j'avais 18-19 ans. Comment est-ce qu'on fait pour supporter des moustiques pendant la nuit et de supporter une nuit blanche, de supporter des températures qui nous dérangent? Comment est-ce qu'on supporte ce qui nous surprend, ce qui n'est pas connu? Et c'est en fait là, à mon avis, le cœur du sujet, et que des explorateurs nous aident à visiter et à mieux assumer. Clarisse Kremer, pardon, est-ce que vous pensez que le milieu extrême, c'est justement celui-là, la neige qui tombe en hiver, la canicule l'été? Parce que manifestement, je pense que le père a raison, c'est aujourd'hui devenu insupportable et il faut que ça change. C'est vrai que, pour aller dans ce sens, par exemple, moi, la première transatlantique que j'ai faite, elle est unique en son genre parce que c'est une des dernières courses qui existent aujourd'hui où on n'a pas le droit d'avoir des moyens de communication. Et tous les ans, c'est une bataille avec les affaires maritimes, avec la Fédération française de voile, avec tout un tas d'organisations en général, pour ne pas nous obliger à avoir à bord un téléphone satellite. Parce qu'aujourd'hui, dans les règles internationales de course et dans le monde maritime en général, c'est normalement quelque chose qui est obligatoire. Donc on arrive chaque année, à chaque édition, donc tous les 2 ans, à obtenir cette dérogation. Mais c'est sûr qu'il y a un jour où on n'arrivera plus à l'obtenir. Alors que c'est ce qui fait le cœur même de cette aventure, de ne pas avoir de téléphone satellite, parce qu'en fait, on part tout seul sur son petit bateau en sachant qu'on est tout seul sur son petit bateau. Et si on a un téléphone satellite à bord, ça change absolument tout, parce que ça veut dire qu'à tout moment, on n'est plus tout seul en fait pour aller trouver des ressources au fond de nous et pour se sortir du problème technologique ou psychologique qu'on peut avoir à bord. On sait qu'il y a cette ceinture de sécurité qui existe. Et alors, on peut en penser ce qu'on veut. On peut se dire oui, mais c'est idiot parce que du coup, potentiellement, un jour, il va y avoir un mort parce qu'il n'avait pas un téléphone satellite. Certes, mais ça change le fait de l'avoir à bord changerait absolument tout à l'aventure que c'est. Et donc, le fait que le téléphone satellite soit une technologie qui soit de moins en moins onéreuse, donc cet argument est de moins en moins valable dans la dérogation qu'on demande pour pouvoir faire cette course sans moyen de communication. Et en avançant, on est en train de restreindre en fait un champ de liberté et un champ moi, je me suis énormément découverte sur cette course. Expression de votre talent d'ailleurs. Donc c'est le principe de précaution en fait qui est venu mettre, pourrait venir mettre une chape de plomb sur vos capacités à vous dépasser, à être vous-même, à mener une vraie course. Avant même d'avoir fait cette course, je voyais pas trop où était le problème. Je dis au pire, on met un téléphone satellite à bord, on n'a qu'à le plomber dans un bidon, puis il est interdit et en cas de besoin, on pourra toujours s'en servir. Mais c'est pas du tout la même chose en fait de partir tout seul en sachant qu'il existe ou pas. Et ça, je me rends compte qu'après avoir vécu cette expérience et en ayant vu tout ce que moi ça m'a apporté sur le plan personnel, de savoir que pour la première fois de ma vie et quelque chose qui est unique dans la société d'aujourd'hui, j'étais vraiment coupée du monde. Christian Clot, vous aussi, vous avez une définition de ce que c'est que le milieu extrême. Oui, alors, on en a parlé un tout petit peu avant. Je veux juste rebondir sur ce que Clarisse vient de dire. C'est extrêmement intéressant, ce que nous, on appelle l'effet bouton. Cette capacité qu'on a ou non d'arrêter une expérience à loisir. Et forcément, évidemment, vous n'êtes pas du tout dans la même situation psychologique si vous pouvez arrêter l'expérience ou pas. Vous descendez à un pierrier dans les Alpes, vous le faites en courant parce que vous vous dites, c'est pas forcément conscient, mais il y a une part de vous qui dit, si j'ai un problème, j'appelle les secours. Vous descendez un pierrier au fin fond de la Patagonie, dans une chaîne de montagnes où aucun secours n'est possible, je peux te dire que vous le descendez déjà très différemment. Et ça, vous ne le faites même pas consciemment. Et c'est qu'après, vous dites, mais tiens, pourquoi je descends si lentement ce pierrier? Ah bah ouais, d'accord. Cet effet bouton, il est fondamental, mais ça va beaucoup plus loin que nous enlever une part de liberté. Ça va nous empêcher, à un moment donné, ça va nous empêcher de continuer à être en tant qu'humain
dans les situations qui vont nous être proposées. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit d'étudier un humain sans qu'il ait le bouton. Nous, on doit se... Donc moi, je pars sans aucun moyen de communication, sans aucune balise, sans rien dans les expéditions pour justement enlever cet effet bouton. C'est techniquement interdit par la loi de la recherche scientifique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a quasiment plus de solution pour étudier un humain dans une situation réelle. Parce qu'un humain qui, lui, vit une situation... Encore une fois, je parle de tsunami tout à l'heure, je parle de tremblement de terre, ou tout simplement, malheureusement, ça nous arrive à tous un jour ou l'autre, on perd un être cher. C'est quelque chose qui nous touche dans notre chair, dans notre âme, dans notre humanité. Et quand vous subissez ça, est-ce que vous aviez un bouton pour arrêter la douleur que ça représente? Est-ce que vous aviez un bouton pour dire tout d'un coup, ah, moi, c'est pas grave, il est mort, je me passe à autre chose? Non, on n'a pas ce bouton. Ça, c'est pour des choses très, très personnelles, mais à plus large échelle. Comment est-ce qu'on va comprendre ce qu'est un humain, une personne, justement face à quelque chose qui va nous tomber dessus? Parce qu'on pourra peut-être en dire deux mots sur potentiellement le futur, ce que l'humanité, sur ce que la planète peut devenir. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va changer profondément. Que ce soit en bien ou en mal, ça va changer profondément. Et on va devoir comprendre très vite, beaucoup plus vite qu'avant, où on avait un temps long d'évolution, ce que nous devrons faire pour vivre dans ces nouvelles situations. Et pourtant, on interdit le principe même d'étudier ce que pourrait être cet humain dans cette nouvelle situation. Donc ça va bien au-delà d'un empêchement de liberté, ça va dans un vrai questionnement de ce que l'humain a le droit encore de faire pour comprendre ce que sera son avenir. Certains pourtant l'ont entrepris. Alors effectivement, les navigateurs se font eux-mêmes parfois équiper d'électrodes pour mesurer la qualité de leur sommeil, surtout quand il est très court, les conditions de survie, si l'on peut dire, à bord de leur voilier pendant des grandes transats, parce qu'il est interdit de prendre un cobaye humain et de l'empêcher de dormir pendant 23 heures sur 24. Tandis que là, il le fait volontairement, et même plusieurs jours d'affilée, voire plusieurs semaines. Mais d'autres, je pense à Jean-Louis Etienne, avec sa traversée de l'Arctique, ou le docteur Bombard, qui était naufragé volontaire sur un canot pneumatique de sa propre fabrication, pour pouvoir prouver qu'il était possible de résister avec le peu de matériel qu'il avait emmené avec lui. Je ne sais même plus combien de temps il est resté en mer, mais 100 jours, je crois. 100 jours, 3 mois. 103 jours, 52 000. C'est intéressant sur le docteur Lombard, c'est juste pour reprendre ça, c'est que ce qu'a découvert le docteur Lombard, à savoir la manière de survivre en mer, n'est toujours pas préconisé dans les systèmes de secours parce qu'on a considéré que son expérience n'était pas valable, parce que pas validée par le système scientifique. Pourquoi? Donc parce on préfère ne pas extrême. utiliser les résultats de quelqu'un qui l'a vraiment vécu dans sa chair, plutôt que d'utiliser les résultats qu'on a dans un laboratoire. C'est extrêmement intéressant. On va regarder dans un instant une vidéo de vous, hein, Frédéric, c'est bien ça. Mais avant, mon père, sur cette idée d'attendre que des hommes décident eux-mêmes sciemment de se pousser à bout, de repousser leurs limites, pour pouvoir les mesurer et dire « d'accord, voilà ce dont un homme est capable ». Comme dit la formule, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Je ne sais pas exactement de qui c'est. C'est Guillaumet, hein, c'est ça. Guillaumet oui, qui était coincé dans les Andes. Oui, d'ailleurs, c'est une des figures qui me marque toujours dans ma vie spirituelle, Guillaumet. Pourquoi est-ce qu'il va avancer? Pourquoi est-ce qu'il va aller au-delà de ses forces? Tout simplement parce qu'il aime cette femme et qu'il sait que cette femme l'attend et qu'il sait que cette femme a confiance en lui. Et je trouve toujours extraordinaire de sentir cette voix intérieure de l'homme qui se dit « elle croit, si je suis vivant, elle croit que je marche ». Et d'entendre cette voix intérieure, c'est une voix mystique. Et l'enjeu, c'est est-ce que le système scientifique dans lequel nous sommes nous permet encore d'entendre cette voix mystique. Et on est appelé à retrouver, parce que nous ne sommes pas les esclaves de ce système scientifique, à retrouver des expériences physiques, psychiques. On évoquait l'accompagnement d'un décès, mais qui est une expérience humaine très très forte. Et ça, c'est une expérience auprès de laquelle nous sommes engagés de façon très concrète, de pouvoir voir jusqu'où la personne humaine peut aller dans son existence simple. Et cette humanité, elle est prodigieuse. Elle a des forces, je dirais, sensitives, mais surtout psychiques. Et je crois infiniment dans ces forces. Et je dirais que c'est tout l'enjeu aussi de notre maison et puis de notre soirée. C'est de s'engager, je dirais, résolument, à la fois dans une confiance dans la technique, mais surtout, un peu comme ces barreaux d'une belle cage qui nous protègent un peu, de voir des oiseaux voler en dehors de cette cage, on va dire techno-scientifique, pour voir ce que nous donnons. Et quand je dis ce que nous donnons, au sens fort du mot « donner »,
un être humain a une force en lui de don qui est incroyablement, j'allais dire, encore inconnue. Hein. Et que ça n'est pas le privilège de quelques spécialistes. C'est une expérience humaine sur laquelle on peut s'engager pas à pas quand on en a la conviction, et j'en ai la conviction profonde. Rappelez en 2 mots qui était Guillaumet, ce grand pilote. Guillaumet, ce pilote qui est dans la première aventure avec Saint-Exupéry, Mermoz. De l'aéropostale, oui. Et donc ils partent dans ces expériences toutes simples, dans des petits coucous, et ils partent pendant plusieurs heures, plusieurs jours en volant. Et puis ils ont cette solitude, ils sont tout seuls. Guillaumet tombe dans une tempête dans les Andes, et puis au milieu d'un glacier ou des montagnes enneigées, il doit rejoindre. Et donc il attend un petit peu, il voit un avion passer, personne ne voit sa fusée, donc il finit par décider de partir. Mais j'ai cette expérience en tête, mais j'en ai une autre qui m'a énormément marqué. Il va marcher 7 jours et 5 jours, je crois, voilà, pour redescendre dans la vallée tout seul. Retrouver un petit village et être sauvé. Puis il décrit à sa femme ce qui s'est passé dans sa tête. Donc c'est vraiment de l'expérience humaine. Mais la figure qui m'a marqué avant celle de Guillaumet, c'est celle de Maximilien Kolbe. Un homme qu'on met dans une cellule avec des prisonniers, sans eau, sans nourriture, à Auschwitz, et qui ne va pas mourir. Et c'est un gardien nazi qui va devoir le piquer après 3 semaines parce qu'il a en lui une force spirituelle qui fait qu'il accompagne dans la mort tous ceux qui sont autour de lui. Et il est à l'extrémité, donc c'est pour moi le signe de la limite. Et qu'est-ce qui va faire la force de cet homme? C'est qu'il ne cesse d'aimer. Il aime chacune des personnes qui sont dans cette cellule et il les accompagne dans la mort. Et cette force, elle est inouïe. Dans le lieu le plus abominable, dans la pièce la plus petite, on découvre un homme qui ne peut pas mourir, alors que les nazis veulent le faire mourir. Alors on peut dire que c'est un miracle, hein, et j'y crois assez, mais on peut dire aussi que tout homme est un miracle, tout être humain, et qu'il a, à mon avis, en lui, comme Guillaumet, comme tant de personnes, cette force intérieure pour se dépasser. J'ai un petit point et après on regarde la vidéo. Pas pour compléter, mais pour il y a cette phrase que va dire Guillaumet qui dit quand même beaucoup de choses, et sans aucun jugement de valeur, mais qui dit: ce que j'ai fait, aucune bête ne l'aurait fait. Et quand il dit ça, c'est pas pour dévaloriser les bêtes, évidemment. C'est juste pour souligner un point qui est dit, c'est que l'humain a une capacité d'imaginaire et de créer quelque chose totalement externe à ce qu'il est en train de vivre pour justement créer une foi. Il y a effectivement des récits dans les camps de concentration de gens qui se sont totalement inventés un jardin et qui, tous les matins, aux premières choses qu'ils faisaient en se levant, ils regardaient sous le lit pour arroser leurs fleurs, pour les voir grandir et les raconter aux autres. Et c'est vrai que ces personnes-là ont créé des capacités de résister à la situation bien supérieures à, malheureusement, des personnes qui ne cherchaient plus cet imaginaire. Et c'est peut-être une des rares choses qui peut différencier notre intelligence à nous de l'intelligence d'autres types d'animaux. En tout cas, jusqu'à ce jour, on n'a pas trouvé chez d'autres animaux cette capacité à l'imaginaire. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, mais on ne l'a pas encore vue en tout cas. On pourra recommander la lecture de plusieurs ouvrages à cet égard. Il y a l'Archipel du Goulag, évidemment, La journée d'Ivan Denisovitch, qui est remarquable. C'est les deux de Solzhenitsyn. Et puis il y a le souvenir de la maison des morts de Dostoïevski, qui est assez étonnant. Le livre de Guillaumet lui-même. Et puis celui de Tesson, où il accomplit la grande marche, hein, la grande traversée de la Sibérie, de ses évadés du Goulag, et où il va puiser aussi des ressources absolument hallucinantes pour parvenir de la Kolyma jusqu'en Inde, je crois, en traversant les contreforts de l'Himalaya. On regarde un film qui vous est consacré, Christian Clot, et puis on en parle dans 30 secondes. C'est pas Christian Clot, mais c'est pas grave. C'est Clarisse Kremer, vous l'aurez compris. Ah bah maintenant c'est Christian Clot. On cherche à éprouver au maximum les capacités humaines pour qu'ensuite on puisse aller comprendre ce qui se passe dans notre cerveau. Qu'est-ce que l'impact d'un milieu aussi difficile que ça va avoir sur les fonctions cognitives ? C'est un projet qui est extrêmement novateur et en fait, on ne sait rien là-dessus, on ne sait absolument rien. C'est la traversée des 4 milieux les plus extrêmes de la planète. Des espaces d'abord splendides, qui nous font rêver,
mais qui nous soumettent à des situations qui nous dépassent complètement. Je suis pas sûr que je savais ce que ce serait d'avoir si froid. Et apprendre comment l'humain peut évoluer et exister dans ces milieux. C'est des dizaines, des centaines d'émotions. J'y suis! Oh yes! Ce qui nous intéresse énormément, c'est de voir comment en fait leur cerveau va s'adapter. Également des aspects liés à la motivation des individus. Aujourd'hui, nous allons devoir explorer Mars, les océans, l'univers, mais nous devons surtout explorer ce que nous sommes. C'est incroyable. Et dire qu'ensuite vous y êtes retourné avec du monde. Alors, on va y retourner l'année prochaine avec du monde. Enfin, on fait d'autres expéditions avec du monde, mais ces 4 successions-là, qui étaient une première, on va le refaire effectivement avec un groupe. Ouais. Et un groupe qui ne sera pas composé que d'ultra-trailers, comme on les appelle, ceux qui courent des centaines de kilomètres en seulement quelques jours, ou d'alpinistes chevronnés, ou de nageurs de combat. Peut être... Non, j'ai voulu, effectivement, après avoir vécu pas mal d'années des expériences extrêmes et avoir été dans les milieux qu'on considère les plus extrêmes, avec des températures qui vont... dans le désert, il fait 60 degrés et 2% d'humidité à l'ombre. Hein. Quand on parle de température, c'est toujours à l'ombre. Ça veut dire qu'au sol, c'est 85 degrés. C'est vrai que ça commence à faire ça fait chaud, quoi. Mais c'est intéressant parce qu'en plus, il ne faut jamais oublier un truc, c'est que notre corps, c'est de l'eau et que, comme vous connaissez tous la science osmotique, quand il n'y a pas d'eau quelque part, on essaie d'y aller. Donc, en fait, le milieu vous arrache votre eau. C'est assez sympa. Bref, c'est des conditions qui sont effectivement très particulières. Et je me suis posé la question à un moment donné, mais effectivement, qu'est-ce qui fait que moi, à un moment donné, un jour, j'arrive à réaliser cette succession-là de 4 traversées pendant 30 jours chacune, donc 120 jours de traversée finale. Est-ce que finalement, je le fais parce que je suis exceptionnel, ce qui n'est pas le cas, hein, je vous le dis tout de suite, ou finalement parce que tout le monde pourrait le faire en allant chercher des ressources qui justement ne sont plus des ressources physiques, au sens stricto sensu du terme, mais des ressources mentales, des ressources cognitives, qui est aussi du physique in fine, mais il y a quand même beaucoup plus que ça. Et donc j'ai constitué un groupe, c'est pour ça entre autres que j'ai créé cet institut de recherche qui s'appelle Adaptation Institute, où on va prendre un groupe paritaire de 20 personnes, 10 femmes et 10 hommes, d'âges différents, de 25 à 50 ans, de tout type, de tout milieu. Donc on part de personnes qui sont fabricants de fermes dans le Larzac, à des personnes qui sont chercheurs au CEA, à des personnes qui sont RMistes, jusqu'à des personnes qui sont millionnaires, qui ont des enfants, pas d'enfants, voilà. Et on va essayer de voir finalement si ce groupe qu'on emmène trouve en lui, individuellement pour chaque individu et collectivement dans le groupe, des capacités qui le permettront de vivre alors des situations un tout petit peu moins extrêmes quand même, parce que voilà, mais quand même qui dépassent très largement tout ce qu'un humain vit et comprend dans la vie de tous les jours. Et ça va être passionnant, parce que c'est la toute première fois qu'on va observer un groupe sur sa cognition, sur les échanges cognitifs qu'il y a entre chacun, sur l'éthologie, sur comment la socio-éducation va se créer dans le groupe, comment le système social va se créer, qui va devenir leader ou pas, pourquoi, est-ce qu'il y en aura un, voilà. Tout ça va se questionner, on va l'observer. Et c'est vraiment la première fois au monde qu'un type d'expérience, encore une fois, sans capacité d'appuyer sur un bouton comme la NASA a fait une expérience qui s'est appelée Mars 500. Ils ont enfermé 8 personnes dans une capsule pendant 500 jours pour imiter l'aller et le retour sur Mars. Et puis bizarrement, ils n'ont pas eu les résultats qu'ils voulaient au bout de cette expérience. Ils ont eu des trucs, mais bon. Et puis on a discuté avec les chercheurs de Mars. Puis en fait, on a appris que les personnes savaient que s'il y avait un problème dans leur famille, ils pourraient sortir pour aller à un enterrement, par exemple. Ou s'il y avait un énorme problème dans la capsule, ils pourraient sortir pour être soignés. Mais c'est foutu. L'expérience, elle n'a plus aucune valeur. Voilà. Ça, Clarisse Clémer, c'est quelque chose qui vous fascine.
le fait de pouvoir vous blesser en mer et de devoir vous opérer vous-même. Parce que c'est arrivé Ah oui, en oui, c'est un navigation, des objectif en gens qui se soi. coupent la langue et qui doivent s'opérer. Non, mais on recherche jamais. Enfin, quand on se lance dans des aventures comme ça, on recherche jamais. L'adversité est pas un objectif en soi, mais par contre. On l'accepte et ça fait partie de l'aventure. Mais bon, c'est toujours très différent parce que moi, j'ai choisi de me lancer dans cette aventure-là et c'est une adversité potentielle choisie. Donc ça, encore une fois, je pense que ça équivaut un peu au bouton. Je pense que c'est pas pareil de vivre dans la vie de tous les jours des choses très extrêmes qu'on n'aurait pas choisies et des choses très extrêmes qu'on aurait choisies. Donc, Et là, la plus extrême vous attend, puisque le Vendée Globe, c'est pas une mince affaire non plus. Vous pouvez nous dire quelques mots de la préparation que cela exige? Est-ce que c'est une course très longue? C'est environ 80 jours, donc pas tout à fait 3 mois. Et ce qui est extrême, c'est à la durée de solitude. Ça, c'est sûr que c'est pas anodin de passer 80 jours tout seul. Et ce qui est aussi extrême, c'est que alors là, c'est un peu différent, c'est que c'est une course, donc c'est une compétition, et on va essayer de mener des bateaux de 60 pieds, donc de 18 mètres, donc des monocoques, le plus rapidement possible contre d'autres concurrents. Et donc c'est ça qui rend ça extrême, c'est qu'en fait faire du bateau, faire un tour du monde en bateau, c'est extrême parce qu'on est dans des environnements où on est au milieu du Pacifique, où on ne peut pas vraiment venir nous chercher de façon facile. Mais si on ne choisit pas de le faire en course, d'une certaine façon, on peut prendre son temps, on peut dormir par des tranches un peu plus longues, alors que quand on est en course, on essaye d'adapter en permanence sa voilure au vent, à l'allure du bateau. Il y a quand même quelques assistances pour ça, des robots à bord, Non, ça c'est assez spécifique, c'est les règles de voile internationales qui décident de ce qu'on a le droit comme assistance ou non. Donc la seule assistance que j'ai, c'est donc moi j'ai ce qu'on appelle une quille, c'est ce qui permet au bateau de ne pas se retourner, avec un bulbe au bout qui fait 3 tonnes, et je peux le basculer dans un sens ou dans l'autre pour gérer la gîte du bateau, donc la façon dont il se penche. Et ça, j'ai un vérin hydraulique qui le gère. Donc là, j'ai un bouton pour le mettre dans un sens ou dans l'autre, mais c'est la seule assistance à laquelle j'ai le droit. Donc après, pour dérouler le SPI qui fait 400 mètres carrés, c'est à la force des bras. Donc c'est ça, ou les jambes. On voit maintenant que... Oui, alors là, les jambes, c'est finalement, on s'est rendu compte que c'était pas très pratique, mais c'est souvent plus les bras, oui. Père, et vous, ça vous fascine ces récits-là d'aventure Oui, ça me fascine. Et puis surtout, je suis très heureux que l'être humain, aujourd'hui, puisse retrouver ses portes vers lui-même et qu'on puisse, par des exemples, mais aussi dans d'autres situations, retrouver cette expérience humaine qu'on perd un peu de vue, et que l'inertie globale dans laquelle on est pourrait un peu nous endormir et nous faire croire que ça n'est plus possible. Donc c'est des éléments de réveil, et je suis convaincu que ce réveil redonne une énorme énergie, en fait, que ce réveil de soi-même est la source d'une énergie pour entreprendre, pour porter le monde. Et je suis même convaincu que si on ne réveille pas cette énergie, on ne pourra pas porter le monde dans lequel on est. Donc il nous écrasera. En revanche, j'ai la certitude absolue que quelques personnes qui s'éveillent à cette énergie trouveront suffisamment en eux-mêmes cette force pour porter le monde. Et c'est un petit peu cette confiance que j'ai dans l'être humain, dans la jeunesse. Donc j'ai une immense confiance dans les jeunes par rapport aux problèmes écologiques, une immense confiance dans la jeunesse par rapport à ce qu'il va falloir faire dans 20 ans, 30 ans, parce que je sais qu'ils iront chercher ces ressources en eux-mêmes. Et nous voilà tous investis une grande responsabilité. On va regarder la vidéo qui vous est consacrée, Clarisse, et on en parle dans un instant.
magnifique. Ça, c'est le type de bateau sur lequel vous allez naviguer Oui. pour le Vendée Globe. Bah, Là, c'était au cours de la Transat Jacques Vabre. Alors, c'est pour ça, là, on est 2 à bord. Avec Il faut Armel quand même le Lecléache. préciser, avec Armel Lecléache, le dernier vainqueur du Vendée Globe, qui est skipper Banque Populaire. Et donc là, c'est un entraînement pour la Transat Jacques Vabre, qui est une transatlantique en double à laquelle on va participer au mois d'octobre, qui fait partie... alors, c'est un objectif en soi déjà, mais pour moi, c'est essentiellement une étape vers le Vendée Globe, parce que c'est pas la même chose de faire une transatlantique en double avec le dernier vainqueur du Vendée Globe C'est clair. et d'aller faire le Vendée Globe toute seule. En plus, ça a l'air très facile. Je sais pas, à part Oui, le très- winch c'est où vrai on que là, sent qu'il faut avoir des bras, on mais est en t-shirt, il fait fait beau. beau, il fait jour. la mer est étale. C'est pas la vidéo idéale pour parler d'extrême, mais c'est pas plus mal parce Bah- qu'il y a maman dans ma salle, donc dans la salle. Ah bah c'est dommage, j'allais vous demander quelles étaient les conditions les pires que vous ayez rencontrées. Alors moi j'ai encore une relativement maigre expérience de la course au large. J'ai pas fait de tour du monde ou autre chose comme ça. Mais finalement c'est pas toujours dans les conditions les plus extrêmes qu'on se sent le plus mal. C'est plus alors quand on est dans une compétition, c'est souvent quand il faut aller changer une voile, alors qu'en fait on rêve que d'une chose, c'est d'aller dormir. Et souvent, Parce que pour changer une voile, il faut monter au sommet du mât à chaque fois. Non, pas Ah bon. forcément, mais simplement c'est alors en fonction de la taille du bateau, 5, 10, 30 minutes d'effort intense. Et quand on n'a pas dormi depuis plusieurs jours, ou enfin si on dort forcément parce c'est physiquement pas possible de ne pas dormir pendant un certain nombre de jours, mais quand on est très fatigué et qu'on n'a plus beaucoup d'énergie, et c'est pas forcément une bonne nouvelle de savoir qu'on va devoir changer de voile. Mais donc j'ai pas vécu de grosses, j'ai jamais eu d'énormes avaries, j'ai jamais vécu d'énormes tempêtes, donc peut-être que je pourrais mieux vous en parler dans 1 an et demi. On vous le souhaite pas. Et simplement moi les conditions en tout cas, les moments qui ont été les plus des moments de détresse pour moi, effectivement c'était les moments où à bord on a quand même beaucoup de technologie, notamment ce qu'on appelle un pilote automatique qui en fait prend le relais en solitaire. Sans pilote automatique on peut pas être performant, c'est comme un relais de barre, c'est toute une somme de capteurs électroniques qui prennent notre relais et qui vont barrer le bateau à notre place. Et ça m'est arrivé Barrer, c'est-à-dire tenir le gouvernail. tenir le gouvernail, faire diriger le bateau. Et pour moi, les moments de détresse les plus intenses ont été des moments où le pilote automatique a défailli et je me suis retrouvée dans des situations où il fallait accepter de s'arrêter alors qu'on est en plein milieu d'une compétition pour aller régler ce problème d'électronique. Et quand on a effectivement tout le cerveau qui est tendu dans un objectif de performance et qu'il y a un truc aussi basique qui nous fait défaut, on se retrouve en détresse, alors que si on prend un tout petit peu de recul, on se rend compte qu'en fait on n'est pas en train de couler, qu'il se passe rien de grave et qu'un bateau sans pilote automatique, c'est pas la fin du monde, c'est simplement la fin du monde en termes de performance. Et pourtant, il y a des pannes qui arrivent. Et puis j'imagine qu'il y a aussi toutes les difficultés liées au fait de la navigation à voile sur de grandes distances. Donc la nourriture qui fait défaut, l'eau qu'il faut savoir employer avec parcimonie. Alors la nourriture qui fait défaut, a priori, c'est soit qu'on a eu un gros pépin technique, par exemple qu'on a dématé et que du coup la traversée dure beaucoup plus longtemps que prévu. Normalement, avec un peu de chance, on part avec suffisamment de calories pour tenir. Mais c'est vrai qu'il arrive des situations de manque d'eau parce qu'on prévoit pas forcément exactement comme il faut et tout ça. Mais c'est encore une fois, aujourd'hui, on part en course au large, on part avec tellement plus de connaissances, ne serait-ce qu'il y a 15 ans, où en termes de météo, on était vachement plus limité. Aujourd'hui, on a une prévision météo à l'échelle de la planète qui est vraiment hallucinante en termes de précision. Et finalement, année après année, on part de moins en moins dans l'inconnu. Et même quand, comme moi, on est bisu et qu'on va faire un tour du monde en solitaire, finalement, la seule chose qu'on ne sait absolument pas prévoir, c'est la façon dont on va réagir au fait d'être seul et face à l'adversité. Mais finalement, il y a énormément de paramètres qu'on connaît déjà avant de partir. Ça, Christian Clot, vous devez connaître, mais il y avait un point que vous avez évoqué tout à l'heure, c'était celui de la projection mentale qui vous permet de trouver en vous, qui est l'une des sources, un moyen de tenir. Et puis l'émerveillement, vous avez ces mots très beaux, l'émerveillement est une clé pour dépasser une situation difficile. Et ça vous est arrivé, dans ces lieux les plus hostiles de la planète, de vous émerveiller. Alors pourquoi ? Oui, devant quoi ? Le thermomètre qui affiche 60 quand on est dans des situations extrêmes où le basculement est
extrêmement ténue entre vie ou mort, qu'est-ce qui nous reste finalement, hein? C'est la question qu'on peut se poser. Et vous n'avez pas 36 solutions. Vous avez vous et ce que vous avez en vous. Et vous avez un tout petit peu ce qui vous entoure. Alors, quand vous êtes on s'imagine mal ce que veut dire, par exemple, et certains marins l'ont connu aussi, évidemment, ce que veut dire 200 km/h de vent, dans le déséquilibre de ce que ça représente lorsque vous êtes sans rien. En termes de sensorialité, vous perdez complètement le sens de votre... vous ne savez plus où est le haut et où est le bas, par exemple. Vous avez beau être sur un sol, vous ne savez plus si le sol est là ou là. Vous ne savez plus... votre oreille interne est complètement déréglée, donc vous ne pouvez plus comprendre la géographie, le système qui vous entoure. Et dans ces moments-là, qu'est-ce que vous avez pour croire qu'il est encore possible d'aller vers demain? Quand ça dure quelques minutes, c'est assez facile, mais quand ça dure plusieurs jours, voire plusieurs mois pour certaines personnes, qu'est-ce qui nous reste? Alors effectivement, on est en train de voir qu'il y a une seule chose qui permet d'exister dans ces moments-là, au sens humain du terme, c'est notre capacité qu'on a de s'émerveiller, de croire en quelque chose. Ça peut être, par exemple, en Sibérie, quand vous venez de passer 48 heures dans des conditions horribles, où moins 60, moins 70 degrés dehors, c'est assez intéressant parce que votre air que vous respirez n'a pas le temps de se réchauffer avant d'arriver aux poumons. Donc ça veut dire que l'air que vous respirez gèle petit à petit vos poumons. C'est une expérience intéressante que je vous invite à vivre un jour. Mais imaginez quand même qu'en congélateur, c'est moins 20 degrés seulement. Hein, donc, il va falloir aller beaucoup plus loin que ça. Et finalement, qu'est-ce que vous... Et tout d'un coup, vous êtes là, on a quand même un sac de couchage, coup de bol. Mais bon, dans la tente, il fait seulement 3 ou 4 degrés de plus que dehors. Donc, ça fait quand même frais. Et vous êtes là, et vous êtes vraiment dans... Vous venez... Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, vous ne pouvez pas sortir. Donc, il y a des choses que vous devez faire dans la tente et dans le sac de couchage. Et donc, vous venez de faire pipi dans un petit boîte comme ça. Là, et à un moment donné, vous avez de nouveau besoin de faire pipi, mais votre boîte est pleine. C'est cornélien, hein, je vous dis. Donc, vous devez à ce moment-là décider d'ouvrir la toile de tente pour sortir de votre sac de couchage en partie, sachant que vous avez quand même un tout petit peu de chaleur que vous avez réussi à créer. Tout se givre partout, c'est horrible. Et vous avez tout le givre qui va vous tomber dessus. Et vous allez devoir jeter dehors et pouvoir continuer votre aventure. Et là, vous savez que ça va être un enfer. Donc ça commence bien, vous ouvrez votre sac de couchage, vous avez donc tout évidemment, parce que quand vous respirez dans une tente, vous créez du givre, donc vous créez plein de neige en fait dans votre tente. Donc quand vous bougez, il y a tout qui va tomber. Enfin c'est bref. Et donc vous ouvrez enfin votre toile de tente, vous crevez de froid, vous vous dites je vais faire ça en 3 secondes et 2 dixièmes. Évidemment la fermeture éclair se bloque, c'est logique, hein, ça pourrait pas être autrement, parce que vous êtes pressé, donc vous faites des erreurs, parce que l'empressement vous provoque énormément d'erreurs. Et donc, vous arrivez enfin, vous allez pour jeter votre machin, et là, vous voyez devant vous un petit oiseau blanc qui chantonne. Vous regardez, vous dites, mais il fait moins 60. T'as pas un autre endroit où aller? Et là, pendant tout d'un coup, quelques secondes ou minutes, le temps ne compte plus, vous regardez cet oiseau. Donc, vous êtes hors de votre sac de couchage, ce qui est une aberration totale dans ces conditions-là. Vous allez geler très vite, et pourtant vous vous arrêtez pour regarder cet oiseau qui virevolte et qui lui est super heureux d'être là, et visiblement super heureux de trouver un copain. Et ce temps que vous passez à le regarder, finalement, c'est ce que j'appelle l'émerveillement. C'est ce temps que vous acceptez de consacrer à un élément extérieur qui vous permet tout d'un coup de vous raccrocher à un élément qui vous donne un espoir. Et quand vous refermez votre toile de tente, vous avez cet oiseau en tête pour le reste de votre expédition. Et bizarrement, tout devient plus facile. Je pourrais en raconter plein comme ça, on n'a pas le temps ce soir. Mais finalement, l'émerveillement, c'est cette capacité qu'on a de se dire que demain vaut la peine. Et ça, je crois que c'est fondamental dans le monde d'aujourd'hui. Demain vaut la peine. Quand on entend tout ce qui est dit sur l'impossibilité de demain, sur ce drame, alors je ne dis pas qu'on n'est pas face à des situations très compliquées, hein. Je le défends, je l'écris, j'écris un livre qui va sortir à ce sujet dans 2 mois, mais si on ne croit plus que demain est et qu'il sera beau dans ce qu'on y vivra, on ne peut pas lutter. Et notre capacité à l'émerveillement, c'est cette capacité de se dire je ne suis pas seulement en train d'aimer quelque chose de révolu que je ne vivrai plus jamais, mais je peux me battre pour quelque chose qui sera beau demain. Et ça fait toute la différence. Mon père, une réaction à ça. Moi, je Dépassement retiendrai de tes idées reçues, parole comme la devise de cette maison. C'est une sorte de devise du lieu dans lequel on est. Demain vaut la peine.
Et pour pouvoir poser cette phrase et que ce ne soit pas seulement des mots, parce qu'il faut remplir un texte, il y a derrière une expérience humaine. Et cette expérience humaine, tous les hommes y ont droit. Tous les hommes y ont droit et on n'a pas le droit de priver nos contemporains de cette possibilité d'expérience. Et c'est là où il y a une sorte de combat social pour que la condition, j'allais dire, extrême raisonnable, mais c'est peut-être aussi l'esprit de ces missions que vous voulez faire avec d'autres, que des lieux où on est provoqué vers l'inconnu, on est provoqué vers la solitude, on est provoqué dans nos sécurités, que ces lieux sont décisifs pour notre avenir et que la sécurité technique et, j'allais dire, le paradigme sécuritaire dans lequel on est enfermé est une sorte de mort sociale. Et on a vraiment une sorte de, à la fois personnellement mais socialement, ensemble, de s'entraider et de se fortifier dans ce désir d'aller chercher, est-ce que demain vaut vraiment la peine? Et pour dire cette phrase, quelle est l'expérience d'aujourd'hui que je suis appelé à faire? Et ces expériences sont disponibles. Elles ne sont pas impossibles, elles sont disponibles. Pour être très pragmatique, Père, dans cet appel que vous nous lancez à nous dépasser, à aller chercher justement ces extrêmes dans nos propres vies, puisqu'on n'est peut-être pas tous appelés à aller demain dans ce désert d'Iran ou en Patagonie, pourquoi pas, ou à faire une transat à la voile autour du monde. Où est-ce qu'elles sont ces zones? Comment est-ce qu'on sort de cette zone de confort dans laquelle la société nous installe, peu à peu, dans un nid douillet comme ça, réconfortant ou au contraire assez stressant par ailleurs? C'est stressant, comment on en sort? Ouais. On vit ce qu'on appelle une révolution écologique qui nous fait sortir du paradigme technocratique. Je reprends des expressions très simples de Laudato Si, mais c'est des choses qui sont partagées maintenant de plus en plus par toute une jeunesse qui s'éveille et qui dit, de fait, on doit pouvoir dire une parole, et cette parole doit jaillir d'une expérience personnelle. J'ai essayé de le faire avec des jeunes en les emmenant camper. C'était des expériences de l'extrême, j'allais dire, minimales. Mais quand je voyais déjà le fait de ne pas dormir la nuit 2-3 jours, alors j'avais expérimenté ça pendant mes services militaires, pendant mes stages commando, des trucs comme ça, mais c'est évident que c'est dans ces expériences-là qu'on découvre qu'on a une âme. Je me permets un tout petit relativisme à tout ça, sans aucune... mais on n'est qu'un milliard, finalement, à vivre dans ces conditions où on a perdu pied par rapport... où la technologie nous a apporté tellement qu'effectivement, et sans aucune... on peut tout d'un coup paniquer parce que l'ordinateur s'arrête. On n'est pas tant que ça, finalement, sur la planète. J'ai la chance ou la malchance, je ne sais pas, d'être aussi beaucoup sur le terrain dans des pays où l'ordinateur est encore un concept, où chercher sa nourriture pour le soir est le but premier des humains. J'accompagne actuellement, depuis maintenant, c'est le but de mes missions de 2019, des groupes de migrants qui migrent. Donc je en Amérique latine jusqu'aux États-Unis, c'est ça, en Afrique, d'être vraiment avec ces personnes qui, à un moment donné, doivent décider de tout quitter, 100% de ce qu'elles ont, pour aller vers un espoir, un rêve qu'on leur a mis ou qu'elles ont fait, et qui vont devoir faire ce parcours. Et ça, c'est pour celles qui partent. Et malheureusement, toutes celles qui restent, c'est encore pire. Donc on a beaucoup de gens qui, malheureusement, ou peut-être heureusement, ne vivent pas encore comme nous. Dans cette sorte d'effectivement de ouate parfaite où finalement, et encore une fois, je relativise le parfait, mais on sait qu'on peut revenir. Et ces humains-là, effectivement, moi, ils m'apprennent énormément, malheureusement aujourd'hui à leur détriment, mais peut-être que demain à leur capacité, parce que demain, si quelque chose sombre, ce que je ne souhaite pas, c'est eux qui auront beaucoup plus de ressources que nous, parce que c'est déjà un quotidien qu'ils comprennent et qu'ils sont capables de faire. Nous, effectivement, si demain... Et je ne pense pas que ça va arriver comme ça, mais si demain les choses s'effondrent, rapidement, on sera beaucoup plus démunis. Et je trouve assez extraordinaire, et ça revient sur la puissance du rêve. C'est-à-dire que là, je reviens d'une expérience terrifiante, où j'ai accompagné un groupe d'humains, où on a tout eu. On a eu des gens qui se sont fait couper un membre par des mafias, on a des gens qui sont morts sous un train, on a eu tout eu pendant cette expédition. Et cette capacité de chacun de ces humains qui n'étaient pas du tout faits pour ça, qui était secrétaire dans une finca en Honduras, qui n'avait jamais fait 1 kilomètre de sa vie à pied, qui tout d'un coup doit traverser des jungles tropicales sans jamais avoir vu une forêt avant, qui va devoir marcher 60 kilomètres dans une seule nuit, alors que c'est une personne qui n'avait jamais marché. Et cette ressource du rêve est extraordinaire. Et c'est vrai que ça dépasse. Et c'est là que je pense que quand on parle de sans assistance, on doit relativiser une chose. Le sans assistance, c'est ce qu'a fait Clarisse lorsqu'elle a fait la traversée sans la radio.
sans la communication extérieure. Parce qu'on oublie que l'assistance la plus merveilleuse que peut recevoir un humain, ce n'est pas un bout de nourriture, c'est un autre humain qui lui parle. C'est phénoménal, lorsque vous êtes perdu, lorsque ça ne va pas bien, lorsque vous êtes découragé, de pouvoir tout d'un coup entendre une voix qui vous dit « Je crois en toi, je crois que tu peux, continue, bats-toi ». Cette différence entre recevoir cette parole ou pas, elle est 1000 fois supérieure à recevoir un bout de nourriture en plus ou pas. Et c'est ça que moi je trouve dommage aujourd'hui, un peu, c'est qu'on pense qu'on est sans assistance alors qu'on l'est souvent, et on oublie que la vraie personne qui est démunie, c'est celle qui n'a plus la possibilité de recevoir un mot qui lui dit simplement « Je crois en toi ». Père, vous confirmez? Non, mais oui, rien à confirmer. On n'a pas le choix. C'est juste beau de l'entendre, hein, et de sentir que surtout ça jaillit d'une expérience. Parce que c'est une expérience de foi, une expérience de confiance. Et cette expérience-là, elle est précieuse parce que de fait, on en a besoin en quelque sorte pour s'éprouver soi-même pleinement et l'autre et sa présence. Les Français, les grands explorateurs français du début du siècle dernier, fin du 19e, les Charcot, les commandants marchands qui traversaient l'Afrique pour le second et l'Antarctique pour le premier, partaient avec des équipages aussi, ont laissé des journaux de bord lorsqu'ils n'ont pas disparu corps et bien avec leur navire, qui parlent justement de cette fraternité humaine et de la dimension très importante de l'humour. On voit que Charcot et ses hommes se déguisaient tout le temps sur la banquise, au mépris des ours blancs qui rôdaient autour du navire. Ils sortaient... Vous n'avez pas tant que ça? Ah bon? Ah d'accord. Ah ça c'est vous le spécialiste, hein, pas moi. Mais bon, à l'époque il y en avait peut-être plus qu'aujourd'hui, c'était déjà ça de gagner. Mais néanmoins, voilà, il y avait cette dimension de l'humour. Vous, Clarisse Kremer, qu'est-ce que vous emportez avec vous sur les bateaux? Est-ce que vous avez le temps d'y réfléchir un peu? Est-ce que parfois vous riez d'une bourde, d'une méprise, d'une gaffe, même parfois simplement des raisons pour lesquelles vous vous trouvez ici? Est-ce que vous vous dites, mais que diable allais-je faire dans cette galère? Exactement, ça c'est la phrase que je dis le plus souvent. Et pour rebondir justement sur ce besoin de parole, quand j'ai fait cette transatlantique ou sans moyen de communication, j'avais 2 choses qui m'ont tenu compagnie. La première, c'était un petit MP3 avec plein de podcasts et en fait, ils pouvaient raconter n'importe quoi. J'étais juste heureuse d'entendre une voix. Et j'ai justement une vidéo comme ça où je suis en train de me filmer, en train de me dire mais je donnerais n'importe quoi pour entendre une voix, ça pourrait être la personne la plus idiote du monde, je serais juste tellement heureuse d'entendre quelqu'un parler. Et c'était vraiment un besoin physique. Et la deuxième chose qui était pour moi une compagnie extraordinaire, c'était mes souvenirs. En fait, j'ai jamais eu autant... je me suis rendu compte que dans la vie de tous les jours, finalement, je prenais pas le temps de m'arrêter et de penser à des choses qui m'étaient arrivées, qui n'étaient pas forcément des souvenirs extraordinaires. Ça pouvait être me déplacer dans l'ancienne maison de mes grands-parents juste en fermant les yeux et en passant chaque pièce. Et en fait, je me remémorais des choses qui me tenaient compagnie, juste en fermant les yeux, en me rendant compte que si je pensais vraiment très fort à quelque chose, ça devenait presque vivant, ça existait presque. Et donc, c'est des choses toutes simples. C'est vrai que moi, je n'ai pas une expérience de 20 ans d'exploration, mais à ma petite échelle et en étant moi toute seule sur mon bateau, je n'ai pas pu observer d'autres personnes. Je me suis rendu compte que je me tenais beaucoup plus compagnie déjà. À la fois, j'avais besoin de compagnie et en même temps, je me tenais beaucoup plus compagnie déjà toute seule que ce que j'aurais pu imaginer. Mais bon, c'est vrai que ma conclusion après donc le maximum que j'ai fait, du coup, c'était simplement 15 jours toute seule, c'était que j'étais pas faite pour ça, que c'était pas naturel pour moi en tant qu'être humain d'être seule et de ne parler à personne. J'avais beau l'avoir choisi et continuer de le choisir puisque je continue de vouloir vivre des aventures maritimes. C'était pas naturel pour un être humain comme moi d'être seul et d'être dans cet environnement-là et tout ça. Est-ce que tu parlais à haute voix? Alors, parler à haute voix beaucoup, surtout qu'en fait, on est très fatigué, donc j'ai beaucoup d'hallucinations et j'avais souvent l'impression qu'il y avait quelqu'un à bord. Quel genre d'hallucinations?
Alors moi, c'est beaucoup d'hallucinations auditives, parfois visuelles, mais ça, c'est quand même plus rare. C'est beaucoup auditif, et donc on mène des conversations avec des personnes qui n'existent pas. Dis pas tout, il y a ta maman dans la salle. Hein, mais c'est des conversations hyper banales. Ça peut être avec des personnes que je ne serais pas capable de nommer, des personnages imaginaires, ou des personnes... je pouvais avoir des débats vraiment très poussés avec mon frère, je me souviens en particulier, où je me suis mise en colère vraiment très très fort sur un sujet. Je ne serais plus vraiment capable de dire quel était le sujet, mais je me souviens être très en colère, et j'ai vraiment une montée d'adrénaline au milieu de la nuit en train de discuter avec lui, et bon, mine de rien, ça tient compagnie aussi. Puisqu'on parlait Ça occupe. en fait d'apprendre à survivre ou à s'adapter à un milieu auquel on n'est pas habitué. Si on veut résumer le dépassement de soi à quelque chose, à une notion palpable, compréhensible, est-ce qu'il vous est arrivé de partir en oubliant quelque chose d'important et en vous en apercevant une fois parti? Non, mais par contre, c'est peut-être le cauchemar que je faisais le plus avant un départ, c'était de partir sans ma nourriture ou sans mes cartes ou des choses comme ça. Mais non, pour l'instant, j'ai pas... oui, ça serait un peu amateur de... Non, pas forcément, mais ça vous aurait donné le loisir vraiment je suis partie en me disant que j'avais pas du tout emmené assez de podcasts et de musique, ça c'est certain. La prochaine fois, vous emmenez les podcasts des cours publics du Collège des Bernardins. Voilà, exactement. En rentrant, on parlera théologie. Et vous, Christian Clot, est-ce que vous avez déjà oublié quelque chose ou rencontré ce genre de mésaventures ou d'hallucinations au cours de vos voyages? Oui, alors moi c'est un peu particulier parce qu'on pousse vraiment très à l'extrême chaque condition, donc on va à ce qu'on peut appeler à la limite, et donc on vit plein de choses. La notion, je posais la question tout à l'heure, c'est est-ce que tu te parles à toi-même, parce qu'en fait on est en train de montrer effectivement, il y a de plus en plus d'études, que justement on a tellement besoin quand on est seul de continuer à entendre une voix, que vaut mieux avoir sa propre voix que pas de voix du tout. Donc en fait on sait aujourd'hui qu'à une époque on pensait que ceux qui se parlaient tout seuls étaient des gens dérangés, et au contraire, ceux qui ne se parlent pas tout seuls sont dérangés. Pensez-y, hein, si jamais vous êtes tout seul un jour. Et à voix haute, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Non, mais c'est vrai que le fait de se parler à voix haute, c'est indispensable. Quand vous êtes seul, si vous ne le faites pas, vous perdez complètement pied sur ce que vous êtes en tant qu'humain. Et je pose maintenant la question à tout le monde pour savoir si je suis avec des gens dérangés ou pas. Mais non, mais c'est vrai, et je ne connais personne qui ne l'a pas fait, en fait. Et c'est ça qui est intéressant. C'est bel et bien quelque chose qui est fondamental. Quand tu as oublié quelque chose qui est important, non, je touche du bois, non. Après, qu'est-ce qui est important? Ça, c'est une autre question. Mais enfin, son réchaud pour avoir de l'eau en Sibérie quand il fait moins 60, ouais, ce serait embêtant de ne pas l'avoir. Mais enfin, je le verrai dès la première minute de mon expédition et je l'arrêterai, quoi. Donc non, ça arrive pas. Mais on a besoin à un moment donné de se détacher du matériel aussi. Il est nécessaire, il est indispensable, il nous permet de survivre. Il ne faut pas charrier, hein. Dans les conditions où on va, que ce soit moins 60, plus 60, 100% d'humidité à 45 degrés, si on n'a pas de matériel, on ne survit pas dans ces conditions. Ce n'est pas des conditions où l'humain peut vivre sans matériel extérieur. Et là, ce sont des conditions tellement extrêmes que c'est un matériel que vous avez fait concevoir pour vous, que vous avez... Alors en partie, on le conçoit, oui, on le développe en partie, notamment par exemple les réchauds. Il n'y a pas de réchaud aujourd'hui qui peut fonctionner à cette température-là, donc on est obligé de faire développer des choses conçues particulièrement. C'est pour ça que ça reste réservé, ce genre de mission précise, à des gens très préparés. Je ne sais pas, je me suis posé la question durant chaque jour de mes expéditions, de ces 4 fois 30 jours, si on me parachutait tout d'un coup là, si on parachutait un humain tout d'un coup dans ces conditions, est-ce qu'il pourrait survivre? La réponse c'est a priori, en tout cas pour 2 d'entre eux, non. Dans le désert absolu du Dashtelout, où il fait 2% d'humidité, vous n'avez pas de possibilité, même en temps d'une toile, d'avoir une molécule d'eau qui s'accroche. Il n'y a pas moyen, ou alors il faut être dans cette capacité de résister pendant 3 semaines sans manger, sans boire. Ce que je pense est quand même réservé sur cet extrême-là, en tout cas, à très 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 peu de monde malgré tout. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est sur la projection. Moi, je pense que parlons un tout petit peu de la projection avant d'aller plus loin, parce que quand on parle de ce dépassement de soi, elle est intéressante. Qu'est-ce qui vous bloque dans une situation? Est-ce que c'est la situation ou est-ce que vous pensez de la situation? Je reviens sur l'histoire de Bompard, qui n'est pas inintéressante dans ce qu'il a montré. Moi, j'ai un peu vécu la même chose, toute proportion gardée, parce que Bompard est un grand homme. Un jour, j'étais en Patagonie, dans un zodiac. Je faisais un repérage pour aller faire un sommet. Et je vais au fond d'un fjord. Et quand je reviens
pour retourner à mon camp, un Willy Woo, ce qu'on appelle un Willy Woo, c'est une vague de 300 km/h qui passe d'un coup, que j'espère que tu ne connaîtras pas quand tu feras le Vendée Globe, mais il n'y en a pas, heureusement, vers le Cap Horn. C'est dans les canaux, vraiment, parce que c'est des sortes de catabatiques qui arrivent. Bon, Willy Woo, pouf, qui arrive, 300 km/h face à votre Zodiac, vous avez une énorme vague blanche qui vous arrive dessus à toute vitesse, et qui maintenant va retourner mon Zodiac, et je tombe à l'eau, je suis en ciré de marin, l'eau est à 2 degrés. Eh ben, quand vous lisez des tabelles scientifiques, vous savez qu'à 2 degrés, vous avez 5 minutes de survie, sans avoir un équipement spécifique que tout marin, tout imbécile de Zodiac aurait dû avoir, quoi. Mais moi, je suis en ciré de marin avec des bottes, là. Je tombe à l'eau et, évidemment, comme toujours, parce que ce ne serait pas drôle autrement, vous ne mettez jamais votre coupe-circuit quand vous faites ça, quoi. Donc, quand vous tombez à l'eau, vous n'avez pas le coupe-circuit qui a coupé le moteur et le Zodiac qui se barre. Il continue tout seul. Donc, je me retrouve dans une eau à 2 degrés. Mon Zodiac est parti, heureusement, à un moment donné, il se met à tourner en rond parce que le moteur il s'est vrillé, mais bon, il est quand même loin. Je suis vraiment dans un fjord large de plus de 12 km, donc il n'y a aucun moyen que je rejoigne ni mon Zodiac, ni la côte en 5 minutes. Impossible. Et là, le premier truc que je pense, je ne peux pas le faire en 5 minutes, je suis mort. Et en fait, c'est décourageant parce que à ce moment-là, je me dis, bon alors, qu'est-ce que je fais ? Je prie, mais bon, qu'est-ce que ça va m'apporter à ce moment-là ? Mais en plus, j'ai pas vraiment, enfin, à titre personnel, mais ça me regarde que moi. Je sais pas forcément qui prier pour l'instant. Est-ce que je repense à, vous savez, j'essaie de forcer cette idée qu'on doit revivre toute sa vie pendant les derniers moments de sa vie. Alors voilà. Et puis à un moment donné, je me dis bon, de toute façon, autant que j'essaie de nager, quoi. Et donc, je me mets à nager. Et puis, effectivement, c'est vrai qu'au bout de 5-6 minutes, je ne sais pas, parce qu'encore une fois, la notion du temps, alors ça, c'est encore un autre problème, mais tout devient du béton armé. Je veux dire, mes muscles sont du béton armé, mes articulations, je ne peux plus nager. Ça ne marche plus. Et là, mon cerveau dit, cette douleur est trop forte, arrête. Arrête. Et donc, tu arrêtes et tu commences à couler. Super. Et là, il se passe un truc phénoménal. C'est que la tempête qui continue balaye le fond du fjord. Et pendant quelques instants, vous avez un rayon lumineux qui passe entre les nuages. Et ça crée une image qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à une peinture qui s'appelle la tempête de Turner. Splendide peinture, s'il en est. Et en fait, là, il y a tout un truc qui se met en place. Je vois cette peinture. Je pense où j'ai vu cette peinture, c'était au Met à New York. Je pense à la personne avec qui j'étais quand j'ai vu cette peinture. C'est une personne qui m'était très proche et je veux vraiment revoir. C'est pas son souvenir. Et ça, c'est intéressant quand on parle de souvenirs. Est-ce que ce sont les souvenirs qui nous font vivre ? Non, c'est l'espoir que je vais revoir. Et je me remets à nager. Et je reste 20 minutes dans l'eau. Et je sors de l'eau. Je ne vous raconte pas toute la suite parce que là, ce serait beaucoup trop long et ce n'est pas le sujet. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que finalement, ces 5 minutes, elles ne veulent rien dire. Et que nous, quand on est dans une situation, il faut toujours faire cette part des choses entre la réalité de ce qu'on est en train de vivre et ce qu'on nous a raconté de cette potentielle situation. Et il faut arriver à se dire, ce n'est pas ce que je pense de cette situation qui va me permettre de résister, de la dépasser, c'est bien ce que je suis en train de vivre maintenant. Et quand on ramène le vécu à l'instant présent, mais on constate qu'on a une sacrée capacité pour finalement en sortir. Et c'est peut-être ça le dépassement. Mon père pas se laisser enfermer dans ce genre de statistiques, là, c'était vital pour le coup. Et oui, être allé un peu au musée dans sa vie. Bah je dirais c'est ce que nous, on appelle dans notre jargon l'homme image de Dieu. C'est-à-dire une capacité, par son imaginaire et par sa représentation intérieure, à ne pas être enfermé dans quelque chose qui lui dit de mourir. Et donc c'est une parole qui lui dit de vivre. Et je pense que l'homme n'aura jamais assez écouté cette parole qui lui dit « vie ». Et c'est socialement vrai aussi. Notre société a besoin d'entendre une parole qui lui dit « vie ». Alors que des paroles lui disent « tu es mort, tu es enfermé ». Et cette situation traduit, je pense, de façon très similaire l'expérience de Maximilien Kolb, sans faire de vous un héros, mais je dirais que 3 semaines dans une cellule est comparable à 20 minutes dans l'eau froide. Il se passe quelque chose dans l'esprit humain qui le transporte au-delà et qui lui dit de vivre. Et par rapport à ce que tu décris des images successives, on voit bien comment il y a des paroles de mort, et la science peut nous donner des paroles de mort, et puis des expériences poétiques, des expériences de tableaux, des expériences humaines, qui sont des paroles de vie. Et notre être en est habité. Et les expériences de l'extrême nous font entendre en fait, ce discernement
entre ces paroles de mort qui finalement nous tirent vers le fond et ces paroles de vie qui nous ressuscitent. Je vais quand même sauver la science. La science nous dit des choses et l'homme les interprète, comme les textes nous disent des choses et l'homme les interprète. Clarisse Kremer, un dernier mot avant de passer aux questions, parce que je suis sûr que vous en aurez certainement à poser à nos 3 invités ce soir. La société, elle nous dit aussi cette devise des Jeux Olympiques modernes, hein, plus vous la connaissez, plus vite, plus haut, plus fort, just do it, achète des baskets qui mesurent le nombre de pas que tu fais et de quoi calculer tes battements cardiaques au fur et à mesure que tu accomplis un effort. Et elle oublie parfois de nous dire effectivement, vis. Vous croyez pas ? Si, certainement. Mais c'est vrai que, par exemple, quand on fait une course au large, on est obligé de passer par... ça fait partie de la loi. On doit passer par une case stage de survie pendant 2 jours. On fait 2 jours de stage de survie. Donc ça, c'est le cadre. Et on nous donne tout un tableau sur les cas d'hypothermie, au bout de combien de temps on va mourir. Et puis on nous met dans un radeau de survie pour nous montrer ce que c'est et à quel point on n'a pas envie d'être là-dedans. On nous montre les rations de survie qu'on aura à bord, etc. Donc ça dure pendant 2 jours que des choses scientifiques sur nos limites. Et puis à la fin, les 2 dernières heures, c'est que des témoignages de gens qui s'en sont sortis malgré les règles. Et de pêcheurs, par exemple, qui ont réussi à nager 7 heures dans de l'eau à 8 degrés. D'une dame qui est tombée d'une vedette et qui a tenu 24 heures dans de l'eau. Enfin voilà, que des choses comme ça. Donc là, je rebondis un peu sur ce qu'on vient de dire, c'est qu'on a toute une théorie, puis après, il y a même dans un stage de survie qui est obligatoire, qui est très légal, qui est très organisé par les affaires maritimes, et en fait, finalement, à la fin, ils disent, bon, en fait, on ne sait pas trop, voilà peut-être quelque chose de plus pratique, c'est tous ces messages d'espoir. Et donc moi, c'est vrai que je suis donc pour répondre à votre ouverture, moi je suis dans le monde de la compétition, donc plus haut, plus vite, plus fort, c'est quelque chose qu'on va rechercher aujourd'hui. Nos bateaux, c'est des bateaux qui volent, c'est des bateaux qui vont à des moyennes juste hallucinantes. Pendant des jours et des jours. Aujourd'hui, il y a des bateaux avec juste une seule personne à bord qui sont capables de faire le tour du monde en 45 jours. C'est le tour de notre planète Terre en 45 jours, juste à la force du vent. Et en même temps, aujourd'hui, les questions qu'on se pose, c'est est-ce qu'on ne va pas finir par mettre des drones à bord de nos bateaux parce qu'en fait, on se rend compte que nos bateaux qui volent sont presque insupportables à vivre. Enfin voilà, ça pose énormément de questions et en même temps, on continue de vivre nos aventures et d'être content de les vivre et on s'attache quand on raconte nos histoires. Alors oui, on parle de technologie et oui, on est content d'aller plus vite, de battre des records et d'aller plus vite autour du monde et des choses comme ça et de faire des bateaux qui vont de plus en plus vite. Mais finalement, on se rend compte que quand on raconte nos aventures, ce qui intéresse les gens, c'est de savoir comment on a fait pour dormir, pour manger, comment on a fait pour être tout seul, pour aller aux toilettes, surtout quand on est une fille. et les deux se mélangent et les deux s'apportent, la technologie et le fait d'aller toujours plus loin apportent aussi quelque chose à l'aventure et en même temps souvent on retourne aux basiques qui sont comment on fait pour survivre en allant toujours plus vite. Enfin voilà, donc c'est pas forcément une conclusion que j'apporte, mais pour moi, c'est pas forcément antinomique de vouloir aller plus vite et en même temps de savoir apporter de la valeur et de savoir juste raconter des choses basiques parce qu'en fait, c'est ça qui fait notre quotidien quand on est sur le bateau, même quand on va à 35 nœuds pendant un certain nombre de jours. Merci en tout cas. Bien sûr que c'est une excellente conclusion et chacun en tirera les fruits pour sa propre vie. Puisque vous le disiez vous-même, c'est des choses bassement matérielles, très terre-à-terre, qui nous intéressent toujours, de savoir comment l'être humain, tel que nous le sommes tous, veille à ses besoins primaires, même dans des circonstances les plus étranges, étonnantes, lointaines. Et ça changera jamais, qu'on soit sur Mars ou ici.